Le dîner avait ce silence particulier qui arrive quand tout le monde mâche, mais que personne ne goûte vraiment. Ma tante Margaret avait insisté pour faire simple, alors il y avait du poulet un peu sec, du riz qui collait aux dents et cette lumière jaune au-dessus de la table qui rendait les visages plus fatigués qu'ils ne l'étaient. Emma parlait de son trimestre comme si c'était une série dont on attendait la suite. Moi, je découpais mon poulet en morceaux trop petits juste pour avoir quelque chose à faire avec mes mains. Jessica, assise près de ma mère, a demandé mes notes en maths, comme si c'était une question neutre. J'ai répondu 12 sur 20 en essayant de sourire, parce que chez nous, les chiffres avaient toujours une température. Mon oncle a hoché la tête, doucement, et il a dit avec une tendresse qui faisait mal « C'est correct, tu sais, tout le monde n'est pas fait pour les sciences. » Puis, sans même me regarder vraiment, il a ajouté « Ton frère, lui, c'est le cerveau. » Il parlait d'un frère qui n'était même pas à table, mais la phrase est restée suspendue au-dessus de moi comme un dicton de famille. Sarah a ri, un petit rire poli, et a murmuré « Les filles n'ont pas besoin de diplôme STEM de toute façon. » J'ai senti mon dos se courber, comme si mon corps voulait disparaître dans la chaise. Ma mère n'a pas contesté, elle a juste rempli le verre d'Emma et demandé quand arrivait sa prochaine cérémonie. J'ai regardé la nappe, les miettes, le bord de mon assiette et j'ai pensé que j'étais devenue un détail de ce repas. Je n'ai pas répondu parce que j'avais déjà quelque chose en moi qui ne collait pas avec ce qu'il racontait. Ce qu'il ne savait pas n'était pas impressionnant, c'était juste quelque chose que je n'avais dit à personne, pas encore. Après le dîner, j'ai débarrassé sans qu'on me le demande, parce que ça me donnait une utilité qui ne se notait pas sur 20. L'eau chaude sur mes doigts, l'odeur du liquide vaisselle, le bruit des assiettes empilées, tout ça me calmait plus que les voix. Emma était restée à table avec son téléphone, à faire défiler des photos de campus qu'elle avait enregistrées, et ma mère la regardait comme on regarde quelqu'un qui s'apprête à partir loin, avec fierté et une pointe de panique. Moi, je montais et descendais entre la cuisine et la salle à manger en portant des plats, en évitant de croiser les regards. Dans le couloir, j'ai entendu Amanda dire à ma mère, très bas, « Pour elle, il faut être réaliste. » Et ma mère a répondu, « Oui, oui, je sais. » Pas méchamment, juste comme une décision déjà prise. Ça m'a frappée parce que ce n'était pas la première fois que j'entendais ce ton-là, celui des conversations où on tranche sans toi. Dans ma chambre, j'ai ouvert mon sac à dos et j'ai touché le coin d'un dossier en carton que je gardais toujours au fond, derrière mes cahiers. Il y avait des brochures d'université pliées, des feuilles imprimées, des codes de connexion notés sur un post-it froissé. Je n'avais jamais posé ça sur la table familiale. J'avais appris à garder mes projets comme on garde une lettre d'amour, cachée, protégée, un peu honteuse. La nuit, quand la maison dormait, je travaillais en silence, et ça ne ressemblait pas à de l'ambition brillante, plutôt à une façon de ne pas me dissoudre. Je savais que si je disais trop tôt « je postule là », on rirait doucement, ou on dirait « pourquoi te faire du mal ?» Alors je faisais tout sans témoin, et c'est étrange, mais plus je me cachais, plus je devenais sérieuse. Je n'ai pas ouvert certains emails pendant des jours, pas parce que je m'en fichais, mais parce que je voulais retarder le moment où la réalité pourrait être abîmée. Je ne pensais pas encore que d'autres mains pourraient abîmer la réalité à ma place, et je n'ai compris que plus tard à quel point cette prudence allait se retourner contre moi. Le jour où j'ai reçu mes scores du SAT, j'étais assise sur mon lit, le dos contre le mur, avec la fenêtre entr'ouverte et un air froid qui sentait la pluie. Le fichier s'est chargé lentement et j'ai eu ce réflexe absurde de regarder derrière moi, comme si quelqu'un pouvait voir par-dessus mon épaule. Quand j'ai lu 1580, j'ai eu l'impression que mon cerveau n'arrivait pas à tenir le chiffre. Pas parce que c'était impossible, mais parce que chez moi, ce genre de chiffre avait toujours été réservé à eux, pas à moi. Emma avait eu 1200 et on avait fait un gâteau, on avait appelé Margaret, on avait pris une photo de la feuille sur le frigo tenue par un aimant ridicule en forme de pomme. Moi, j'ai simplement enregistré le PDF, puis je l'ai envoyé sur une autre adresse mail que j'avais créée juste pour moi, comme si je cachais un objet précieux dans une seconde maison. Je n'ai pas imprimé, je n'ai pas montré. Je ne voulais pas que ce chiffre devienne un débat familial. Je ne voulais pas entendre « tu as triché » ou « c'est bien mais ça ne veut rien dire ». À l'école, je souriais quand on parlait de résultats et je me contentais de dire que ça s'était bien passé. Le soir, je m'étais remise à travailler comme si de rien n'était, parce que je craignais que la chance disparaisse si je la regardais trop longtemps. Dans le miroir, mon visage avait l'air normal, presque indifférent, mais mon ventre était serré comme si je portais un secret trop lourd.
J'ai commencé à faire des listes de dates limites, de codes d'accès, de pièces à fournir, et je les cachais dans un cahier de français pour que personne ne pense que je préparais quelque chose de sérieux. Je n'ai pas répondu quand Emma m'a demandé en riant « Alors, tu vas où, toi ?» parce que je savais déjà quelque chose qu'elle ne savait pas, et je n'étais pas prête à voir son sourire se transformer. L'hiver a rendu la maison plus bruyante, pas par le son, mais par l'attente. Emma parlait d'orientation comme d'une météo qui la concernait, avec des mots que ma famille aimait. Prestigieux, bien classé, bonne réputation. Moi, je restais au bord, comme une cousine qu'on invite par politesse. Il y a eu un dîner où ma mère a sorti un classeur pour Emma, avec des onglets et des surligneurs. On a appelé ça, presque en plaisantant, le dîner des décisions. On a comparé des prix, des distances, des photos de campus. Je regardais les images de bâtiments en pierre, les pelouses trop vertes, les visages souriants, et je me sentais à la fois attirée et exclue. Quand j'ai tenté de dire « j'ai aussi des trucs à faire », ma mère a répondu sans lever les yeux « on verra après ». Après, c'était toujours un endroit où je n'existais pas. Cette période-là, j'ai écrit mes essais la nuit, avec une lampe de bureau qui faisait un cercle de lumière sur la table et le reste de la chambre dans l'ombre. Je tapais doucement, j'effaçais beaucoup, je changeais de phrase comme on change de pansement. Je n'écrivais pas pour inspirer, j'écrivais pour être comprise par quelqu'un qui ne me connaissait pas. Parfois, je restais bloquée sur une phrase pendant 1 heure, pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je me demandais si j'avais le droit de le dire. Je recevais des appels de numéros inconnus, des bureaux, des conseillers peut-être, et je les laissais sonner jusqu'au bout, parce que je ne voulais pas que quelqu'un entende la voix d'une université prononcer mon prénom dans le salon. Je gardais des emails non ouverts, comme on garde des portes fermées. Et sans m'en rendre compte, je vivais déjà dans un scénario où ma vie se jouait hors de la table familiale, ce qui aurait dû me libérer, mais me rendait encore plus vulnérable à ce qui se disait quand je n'étais pas là. Au printemps, le facteur est devenu une présence que je surveillais. Ça paraît ridicule, mais je savais reconnaître le bruit du camion sur le gravier, le petit claquement métallique de la boîte aux lettres. Chez nous, c'était ma mère qui triait le courrier. Elle aimait ça, cette autorité discrète, dire ce qui était important, ce qui ne l'était pas, ce qui pouvait attendre. Quand une enveloppe arrivait pour Emma, elle la posait devant elle comme un cadeau. Quand c'était pour moi, il y avait souvent probablement de la pub. Au début, je me disais que j'imaginais, que j'étais trop sensible, que personne ne ferait exprès. Mais j'ai commencé à voir des détails, des enveloppes plus épaisses, des coins rigides, un papier qui n'avait pas l'air publicitaire. Une fois, en rentrant, j'ai aperçu sur le plan de travail une grande enveloppe blanche avec mon nom en lettres nettes. Je ne l'ai pas touchée tout de suite. Je voulais juste respirer 1 seconde avant de la rendre réelle. Je suis montée me laver les mains, j'ai pris mon temps, et quand je suis redescendue, elle avait disparu. Ma mère était au four, comme si rien n'avait existé. J'ai demandé, d'une voix qui se voulait légère, « Il y avait une lettre pour moi ?» Elle a répondu « Non, juste du junk. » Junk, ce mot m'a piqué comme une étiquette collée sur mon front. J'ai voulu insister, puis j'ai senti que la pièce se refermait. « Ne commence pas », a-t-elle dit doucement, et c'était pire qu'un cri, parce que ça posait mon doute comme un caprice. Cette nuit-là, je me suis connectée à un portail d'admission que j'évitais depuis des jours, et l'écran m'a demandé de cliquer pour voir la décision. Je n'ai pas cliqué, pas encore. Pas parce que j'avais peur d'être refusée, mais parce que je commençais à avoir peur que quelqu'un sache déjà, et que ce soit ça la vraie humiliation, découvrir ma propre vie par les traces laissées dans une cuisine. Je ne racontais rien à personne, et c'est comme ça que les petites choses prenaient toute la place. Un regard, un soupir, une enveloppe absente. À l'école, Mr. Singh, le conseiller d'orientation, m'a demandé un jour « Tu as envoyé tes dossiers ?» J'ai hoché la tête. Il a dit « Tu es très silencieuse sur tout ça. » J'ai haussé les épaules et il m'a laissé un instant, comme s'il attendait que je dise ce que je retenais. Je ne l'ai pas fait. Il m'a juste tendu une pile de brochures et a ajouté « Garde une copie de tout ». Ce n'était pas dramatique, c'était presque administratif, mais j'ai senti une chaleur dans ma poitrine, comme si quelqu'un me donnait une permission implicite. Protéger ton histoire. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée à la bibliothèque municipale. Jamais le bruit discret des pages, les lampes vertes sur les tables, l'odeur de poussière et de papier. Je m'asseyais dans un coin, je sortais mon ordinateur et j'ouvrais les emails sans les lire entièrement.
Je lisais juste la première ligne, puis je fermais, comme si ça suffisait pour prouver qu'ils existaient. Parfois, j'écrivais mes mots de passe sur une feuille que je repliais 3 fois et que je gardais dans mon portefeuille, derrière une vieille photo. À la maison, il y avait des photos de campus pour Emma sur le frigo, des listes, des conversations au téléphone. Amanda demandait « Elle a choisi ?» et ma mère répondait « On penche pour ça. » On, pas elle, pas Emma. On. J'écoutais depuis le couloir et je sentais quelque chose se former, l'idée que les décisions se prenaient en chuchotant, avec des gens qui avaient l'air de vouloir le bien, mais qui n'avaient pas besoin de demander. Je n'ai pas contesté, parce que je me disais que la preuve finirait par parler. Je ne savais pas encore que même la preuve pouvait être retenue et que mon avenir pouvait rester coincé dans un tiroir. Un courrier a fini par arriver que je n'ai pas eu le courage d'amener directement à ma mère. C'était une invitation à une cérémonie, un papier lourd, trop officiel pour être du marketing, avec une phrase qui mentionnait un 95K Renewable Grant. Je me souviens de la sensation du papier entre mes doigts, lisse et froid, et de la façon dont mon cœur battait comme si j'avais volé quelque chose. Je l'ai glissé dans mon sac et je suis montée dans ma chambre, puis je l'ai relu sous la lampe, encore et encore, jusqu'à ce que les mots perdent leur forme. Le lendemain, au petit déjeuner, ma mère parlait d'Emma et de ses dépôts, des frais, des dates. J'ai dit « J'ai reçu une lettre ». Elle a répondu « Si c'est une pub, mets-la au recyclage ». Et j'ai senti que si je sortais le papier à ce moment-là, il deviendrait un objet que tout le monde toucherait, commenterait, analyserait. Peut-être qu'on dirait « Oui, mais c'est juste une aide, pas une vraie ». Peut-être qu'on demanderait « T'es sûr ?» J'ai rangé ma lettre dans une pochette plastique, comme si je protégeais un certificat médical. Le pire, c'est que ma mère n'était pas cruelle. Elle était inquiète. Elle voulait contrôler les choses pour que rien ne nous échappe, surtout ce qui lui faisait peur. Et mon rêve, visiblement, lui faisait peur. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu pendant mon service au diner. Je regardais l'écran vibrer sur le comptoir et au lieu de répondre, je l'ai retourné face contre table. Je me suis dit que je rappellerais plus tard. Je ne l'ai pas fait. Je n'avais pas l'énergie de parler à quelqu'un qui pourrait me féliciter pendant que chez moi, on parlait de ma vie comme d'une option secondaire. Et pourtant, chaque fois que je laissais un appel sans réponse, j'avais l'impression de laisser une partie de moi dans le silence. Et je ne savais pas encore à quel point ce silence allait se remplir de conversations où je n'étais pas invitée. Le dîner où je travaillais sentait le café brûlé et le produit de nettoyage, et il y avait toujours cette radio trop basse qui jouait des chansons qu'on n'écoutait pas vraiment. Entre 2 tables, je glissais mon téléphone dans ma main et je regardais les notifications. « Your decision is available. Please check your portal. » Ces phrases étaient tellement neutres qu'elles semblaient presque impolies. Je me connectais parfois, je tapais mon mot de passe, puis je fermais tout avant de cliquer. C'était comme marcher jusqu'à une porte et décider de rester sur le seuil. J'avais peur d'apprendre quelque chose seule, mais j'avais aussi peur d'apprendre quelque chose et de devoir ensuite le défendre à la maison, comme si une bonne nouvelle devait passer un contrôle de qualité familiale. Pendant ce temps, il y avait des soirées où ma mère et Margaret parlaient au téléphone dans le salon. Je passais dans le couloir et j'entendais des bribes. Pour elle, il vaut mieux viser local. Oui, c'est plus raisonnable. Une fois, j'ai entendu ma mère dire « On ne veut pas qu'elle se fasse d'illusions ». Le mot « on » m'a donné envie de rire, mais un rire sec, sans joie, parce que j'étais le sujet, mais jamais le participant. Cette impression-là s'est accentuée quand j'ai trouvé un après-midi une photo imprimée d'Emma devant un panneau de campus, souriante, et au dos, ma mère avait écrit la date comme si c'était un événement historique. Je n'avais pas de photo comme ça. Je n'avais même pas dit à ma mère quel campus je regardais, parce que je sentais que ça allait déclencher la même phrase « Community College is more your level ». Quand Sarah a répété ça devant moi, en souriant comme si elle me rassurait, j'ai hoché la tête et j'ai senti une fatigue ancienne remonter. Je n'ai pas corrigé, je n'ai pas expliqué, je n'avais plus envie de convaincre. J'attendais juste un moment où la réalité s'imposerait sans que j'aie à lever la voix, sans savoir que ce moment pourrait arriver de travers, à cause d'une phrase trop douce prononcée au mauvais moment. Le dîner des décisions suivant a été celui où j'ai compris que ma famille avait déjà décidé pour moi, au moins dans leur tête. Il y avait un classeur ouvert, un tableau de coûts, un calculateur, et Emma racontait des options de logement. Mon père faisait semblant de comprendre, mais il regardait surtout les chiffres.
Margaret disait « C'est un bon investissement ». Jessica ajoutait « Elle au moins, elle ira loin ». J'étais là, avec mon verre d'eau, mon assiette presque intacte, et on parlait de mon avenir comme s'il n'avait pas besoin d'être mentionné. À un moment, mon oncle a dit en souriant « Au moins, on ne paye pas 2 universités ». Puis il a tourné la tête vers moi et, sans agressivité, il a lâché « Toi, tu seras bien près d'ici, ça te conviendra ». C'était dit comme une évidence. Quelque chose en moi s'est figé. Pas une rage, plutôt une lassitude. Je me suis entendue répondre « Je ne pense pas ». Le silence qui a suivi n'était pas un silence de film, c'était juste un trou dans la conversation. Ma mère a relevé les yeux, surprise, comme si j'avais interrompu une météo. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a-t-elle demandé. J'ai regardé la table, les traces de doigts sur le verre, les coins des feuilles. J'ai dit « J'ai des réponses ». Ma tante Amanda a plissé les yeux. Des réponses de qui ? Et c'est là que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas sortir une liste, que je ne voulais pas jouer à la démonstration. Je voulais juste qu'on arrête de décider à ma place. Alors j'ai dit un nom, un seul, presque à voix basse, Yael. Ça a eu l'effet d'un courant d'air. Emma a arrêté de mâcher, Margaret a eu un petit rire nerveux. Ma mère a dit « Ce n'est pas drôle ». Je n'ai pas insisté. Je me suis levée, j'ai monté les escaliers et je suis revenue avec une enveloppe que j'avais gardée dans mon sac. Je l'ai posée sur la table sans cérémonie. Je n'ai pas regardé leur visage tout de suite, parce que j'avais peur de ce que j'allais y lire. Je ne savais pas encore que la vérité pouvait être reçue comme une accusation, même quand on la pose doucement. Après ça, la maison a changé de texture. Tout était pareil, les mêmes meubles, les mêmes bruits, mais on sentait que quelque chose s'était déplacé sous la surface. Ma mère ne s'est pas excusée comme on s'excuse dans les histoires. Elle a fait ce qu'elle faisait quand elle ne savait pas quoi dire. Elle a rangé. Elle a nettoyé le plan de travail, elle a plié du linge, elle a déplacé des objets d'un endroit à un autre, comme si l'ordre pouvait calmer le désordre. Emma a été bizarrement gentille, mais distante, comme si elle marchait autour d'un nouveau moi qu'elle ne connaissait pas. Mon père a demandé « Et c'est financé comment ?» Pas « je suis fière », pas « tu es heureuse », juste une question pratique qui voulait dire « est-ce que ça va nous coûter ?» J'ai répondu calmement. Je ne voulais pas qu'ils sentent que j'attendais une validation. Pourtant, la nuit, seule, je relisais des emails et des lettres comme si je vérifiais que je n'avais pas inventé. Il y avait une mention d'un 180K Merit Scholarship dans un dossier, et je me suis surprise à le cacher encore, même après la révélation, parce que je ne savais pas faire autrement. Et puis, un détail m'obsédait, cette enveloppe que j'avais vue une fois sur le plan de travail et qui avait disparu. J'ai fini par demander à ma mère, un après-midi où elle pliait des serviettes. « Il y a eu une lettre que tu n'as pas donnée ?» Elle a continué à plier, ses doigts lents. Puis elle a murmuré « Je ne voulais pas que tu sois déçue ». Ça sonnait presque comme une excuse, presque comme une confession. J'ai demandé « Donc tu l'as gardée ?» Elle a haussé les épaules. « Je ne sais plus, peut-être que je l'ai jetée sans faire exprès. » Sans faire exprès. J'ai senti un froid sous mes côtes. Ce n'était pas une malveillance, c'était pire d'une certaine façon, une décision prise au nom de l'amour, sans mon consentement. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fouillé devant elle, mais cette nuit-là, quand tout le monde dormait, j'ai ouvert un tiroir de la cuisine et j'ai trouvé une enveloppe vide, pliée, avec mon nom. La lettre, elle, n'y était plus. Je l'ai replacée exactement comme je l'avais trouvée, je n'ai rien dit, parce que je savais déjà que la conversation aurait été une autre conversation sans moi. Les semaines suivantes ont été remplies de moments qui auraient dû être heureux, mais qui avaient une ombre. Il y a eu une cérémonie où on m'a appelée sur une scène trop éclairée par des néons. J'avais emprunté une robe, elle me serrait sous les bras et je me tenais droite comme si la posture pouvait masquer ma gêne. On m'a remis un papier, on a prononcé mon prénom avec une hésitation et j'ai souri comme on sourit sur une photo d'identité. Ma mère a pleuré, mais discrètement, comme si elle ne savait pas si elle avait le droit d'être émue après avoir douté si longtemps. Emma a pris des photos et m'en a envoyé une plus tard avec un simple « bravo ».
Ce bravo m'a touché plus qu'il n'aurait dû, parce qu'il n'y avait pas de compétition dedans, juste un petit pont. À la maison, Margaret a dit « Je l'ai toujours su », et j'ai pensé « Non, tu ne l'as pas toujours su, tu le sais maintenant, et la différence compte ». Je continuais à préparer mon départ sans faire de bruit, en rangeant mes brochures de campus dans un classeur, en imprimant des pages de portail d'admission parce que je voulais des preuves tangibles, des choses qu'on ne pouvait pas effacer d'un clic. Je collais des post-it sur mon mur avec des listes de documents et je les retirais dès que quelqu'un approchait. C'était devenu un réflexe, caché, même quand il n'y avait plus de raison. Une fois, Sarah est passée et a dit en riant « Bon, je retire ce que j'ai dit, finalement les filles peuvent faire des trucs sérieux ». Je lui ai souri. J'étais trop fatiguée pour débattre. À l'intérieur, je sentais que ce n'était pas seulement une histoire d'université, c'était une histoire de contrôle, de peur, d'amour maladroit, et je me demandais combien de petites décisions avaient été prises à mon sujet avant même que j'aie le vocabulaire pour les contester. Je n'avais pas envie de vengeance, j'avais juste envie de sortir de la pièce, d'entendre enfin mes propres pensées sans les commentaires. Et je n'ai compris qu'après coup que partir dans ma tête n'était pas une victoire, c'était une respiration. Quand je suis arrivée sur le campus, tout avait l'air trop propre. Les pelouses étaient comme peignées, les bâtiments semblaient sûrs d'eux, et les gens marchaient vite avec des sacs qui avaient l'air chers. La première nuit dans ma chambre, ça sentait la peinture neuve et le détergent. Ma colocataire parlait beaucoup, racontait ses vacances, ses programmes, ses parents qui connaissaient quelqu'un. Je souriais, je répondais, mais je me sentais comme une invitée à une fête où tout le monde avait lu le même manuel. J'ai appelé ma mère le deuxième soir parce que je me sentais coupable de ne pas l'appeler et elle m'a demandé si j'avais mangé. Puis elle a demandé « Tu es sûre que tu vas tenir ?» C'était ça son amour, l'inquiétude. Emma a pris le téléphone et a dit « Ça va ?» d'une voix étrange, comme si elle ne savait plus quel rôle jouer avec moi. Je n'ai pas raconté ma solitude. Je n'ai pas raconté que je passais mes soirées à relire mes emails comme si j'avais besoin de prouver à mon propre cerveau que j'étais vraiment là. Je travaillais tard, pas pour impressionner, mais parce que j'avais peur de perdre ma place si je respirais trop fort. Un jour, j'ai reçu un mail pour MIT, une invitation à un événement académique, et j'ai presque ri. Pas de joie, juste d'étrangeté. J'ai laissé le mail non ouvert pendant 2 jours, comme si l'ouvrir pouvait déclencher une avalanche. Je me suis surprise à ignorer des appels encore, même ici, loin de la boîte aux lettres familiale. Comme si mon corps avait appris que les nouvelles importantes pouvaient être dangereuses. Avec le temps, j'ai eu des petites reconnaissances. Un professeur qui me gardait après le cours pour me dire « Continue comme ça », une note qui me rassurait, un message de félicitations dans un groupe. Mais je n'ai pas annoncé ça à la maison. Je ne voulais pas transformer chaque signe de progrès en débat. Je gardais beaucoup pour moi et je ne savais pas si c'était de la prudence ou de la tristesse. Je savais juste qu'il y avait encore en moi cette sensation d'être en retard sur ma propre histoire, comme si quelqu'un l'avait commencée sans moi et que je courais pour la rattraper. Plus tard, pas tout de suite, pas comme un scénario parfait, j'ai commencé à prendre de la distance sans même m'en apercevoir. Je rentrais moins souvent, je répondais aux messages avec un délai. Ma mère disait « Tu nous manques » et je sentais un pincement,
mais aussi une paix étrange, parce que l'absence, pour moi, avait un goût de liberté. Quand j'ai obtenu Phi Beta Kappa, j'ai hésité à le dire. J'ai fini par le glisser dans une conversation, comme si c'était une anecdote. Ma mère a dit « C'est bien, ma chérie », puis elle m'a demandé si j'avais trouvé un manteau pour l'hiver. C'était ça notre dynamique. Elle ramenait tout au concret, au quotidien, au contrôlable. Et parfois ça me blessait, mais parfois ça me sauvait aussi, parce que ça empêchait mes réussites de devenir un spectacle. J'ai obtenu mon diplôme avec des Graduation Honors et j'ai envoyé une photo à Emma, pas à tout le monde. Elle a répondu avec un emoji banal et ça m'a fait sourire malgré moi, parce que c'était notre façon de se dire « je te vois » sans en faire trop. J'ai pris un travail ensuite, un vrai travail, celui qui payait assez pour que je n'ai plus à demander. Un jour, en appelant ma mère, je lui ai dit, presque au milieu d'une phrase, que j'avais une offre qui tournait autour de 6 chiffres. Elle a fait un silence, puis a dit « Tu es sûre que ce n'est pas trop ?» Je n'ai pas insisté. Plus tard encore, j'ai intégré un fully funded PhD programme. Je l'ai annoncé comme on annonce qu'on a changé de forfait téléphone. Pas pour minimiser, mais pour me protéger. Parce que j'avais compris que mon bonheur n'avait pas besoin d'être validé par une réaction parfaite. Et pourtant, malgré la distance, je pensais parfois à cette enveloppe vide dans le tiroir, à ce courrier qui ne m'était jamais arrivé, à cette conversation où ma mère, peut-être avec Margaret, avait décidé de filtrer mon avenir pour éviter ma douleur. Je me demandais encore ce qui avait été dit exactement quand je n'étais pas là, et je savais que je ne le saurais probablement jamais. Aujourd'hui, quand je reviens dans la maison familiale, elle paraît plus petite. Les mêmes meubles, la même odeur de lessive, les mêmes bruits de pas sur le plancher. Mais moi, je ne rentre plus dedans de la même façon. Ma mère me sert du thé, elle me demande des choses simples, elle évite les sujets qui pourraient nous faire trébucher. Parfois, elle frôle le passé comme on frôle une cicatrice. Une fois, elle a ouvert un tiroir pour chercher un stylo et j'ai vu, une fraction de seconde, une enveloppe jaunie glisser vers l'avant. Elle a figé son geste, moi aussi. Elle l'a repoussé doucement, comme si elle brûlait. Puis, sans me regarder, elle a dit « Je pensais vraiment t'aider ». Sa voix était basse, fatiguée, pas défensive comme avant. Je n'ai pas répondu avec une grande phrase. Je n'avais pas envie de gagner une discussion. J'ai juste dit « Je sais ». Et c'était vrai, d'une certaine manière. Je savais qu'elle avait eu peur pour moi, peur que je sois déçue, peur que je sois loin, peur que je devienne quelqu'un qu'elle ne saurait pas protéger. Et pourtant, je savais aussi que cette peur l'avait menée à décider sans moi, à faire de moi une enfant qu'on gère au lieu d'une personne qui choisit. Ce soir-là, je suis repartie chez moi avec une sensation étrange. Pas de triomphe, pas de revanche, juste une séparation douce. Dans mon appartement, j'avais une boîte aux lettres avec une clé. Mes emails étaient à moi, mes décisions aussi. Et quand mon téléphone vibrait avec un message inconnu, je ne sursautais plus autant qu'avant. Il restait une trace, oui, une tension ancienne, mais elle ne dirigeait plus ma vie. Je me suis assise sur mon canapé, la lumière de la petite lampe chaude sur le mur, et j'ai pensé à cette adolescente qui découpait son poulet en morceaux minuscules pour ne pas pleurer à table. Je n'ai pas eu envie de lui promettre des grandes choses. J'ai juste eu envie de lui dire qu'un jour elle arrêterait d'attendre l'autorisation d'exister. Et c'est peut-être ça, la paix, ne plus avoir besoin d'entrer dans des conversations où ton avenir se décide sans toi.